Très bien, donc normalement, ça y est, nous y sommes. Donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire sur l'organisation de forums emploi et handicap en ligne. Je crois voir les participants qui arrivent petit à petit. Nous avons pour l'instant 31 personnes de connectées. Du coup, eh bien, nous vous remercions également de vous être inscrits à ce webinaire. Nous vous remercions également donc de votre participation. Voilà. Le temps que tout le monde arrive, ça va me permettre de représenter un petit peu le contexte de cette rencontre. L'idée ce matin, c'est de vous présenter, de vous proposer un nouvel outil, une nouvelle modalité de rencontre, quelque chose d'alternatif pour permettre les rencontres notamment entre employeurs et demandeurs d'emploi, suite au contexte que nous connaissons depuis plusieurs mois en fait, donc un contexte sanitaire difficile, notamment voilà, tous les acteurs de l'emploi et du handicap pour favoriser les rencontres, les réunions, les rassemblements de public. Et l'idée donc de ce matin, voilà, c'est de pouvoir pallier à ce contexte sanitaire tout en continuant voilà, les rencontres entre employeurs et demandeurs d'emploi en ligne, de manière virtuelle. Voilà. Suite à ce contexte, du coup, on va en profiter, le temps que tout le monde continue d'arriver, faire un petit tour de table virtuel pour le coup. Donc pour cela, je vais laisser nos différents intervenants voilà, se présenter et présenter succinctement leur structure. Clara, je vous propose de commencer. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Clara Tucholka et je travaille à la Maison de l'Emploi de Bordeaux. Je suis chargée de mission animation territoriale et notamment en charge de l'organisation des événements de la Maison de l'Emploi de Bordeaux. Marion. Bonjour, donc Marion Larrey, conseillère au groupe FEL. Nous sommes partenaires spécialisés sur les PASS, handicap psychique, troubles cognitifs et déficience intellectuelle. Sur l'ex-Limousin, Dordogne, voilà. Claire. Ah, Claire, le micro, je crois que vous avez laissé votre micro. Ah, pardon, bonjour à tous. Bon. Donc Claire Nazom du post-service de l'IRSA, donc l'Institution régionale des sourds et aveugles, et donc nous sommes partenaires spécialisés également pour le handicap auditif en Nouvelle-Aquitaine. Ancienne Nouvelle-Aquitaine, parce que le découpage n'est pas tout à fait le même. Voilà. D'accord. Didier, à vous la parole. Bonjour, bonjour à tous, je suis Monsieur Didier Tache et je travaille au sein du SIADV, qui est le service interrégional donc ancienne région, hein, Poitou-Charentes, qui comprend 4 départements et qui est un appui aux travailleurs, aux personnes en situation de handicap visuel, donc en situation d'emploi, formation ou recherche d'emploi. Alors, Evelyne, si tu souhaites vous présenter la voix de ce webinaire. Il n'a pas son micro également. Ah. Oui, bonjour. Donc Evelyne Manine, moi je serai un petit peu en off. Donc moi je suis chef de projet sur la mission de coordination du PRITH qui organise aujourd'hui ce webinaire. Donc sur les questions un petit peu plus techniques, vous avez en haut à droite de l'écran une petite flèche qui vous permet d'accéder à une petite boîte de dialogue. Et dans cette boîte de dialogue, vous avez le chat. Alors, je vois que pas mal de personnes ont déjà utilisé le chat pour dire bonjour. Eh bien, bonjour à tous ceux qui ont utilisé le chat. Alors, je vous recommande pendant ce webinaire d'utiliser ce chat plutôt pour les conversations que vous pouvez avoir entre vous, les précisions que vous voulez apporter à certaines questions qui sont posées, et de réserver l'onglet questions ou questions que vous réservez vraiment aux intervenants. Sachant que sur cet onglet questions qui est réservé aux intervenants, vous avez aussi la possibilité de voter pour une question, c'est-à-dire qu'une question est posée, vous vous posiez la même question ou vous trouvez cette question intéressante, vous votez, ce qui nous permet aussi de savoir quelle est la popularité de cette question et donc de la poser en priorité si il y en avait beaucoup trop et que nous ne pourrions pas les traiter, sachant que de toute façon toutes les questions seront traitées puisque nous vous proposons de vous envoyer peut-être un question-réponse à la fin du webinaire. Vous avez aussi un onglet sondage
qui nous permet donc au cours du webinaire de pouvoir vous poser certaines questions. Donc on va commencer peut-être tout de suite par activer cet onglet sondage en vous demandant quel est votre département et quel est voilà, votre type de structure. Comme ça, cela permettra à la fois aux intervenants mais aussi aux participants d'avoir une idée de qui suit ce webinaire. Donc, je vais tout de suite éditer ce sondage dont vous allez avoir aussi les résultats en direct. Donc, éditons le sondage. Voilà. Voilà, du coup, ce qui Donc là, vous avez normalement quel est votre département. Alors, ça répond à une allure. Alors, je ne sais pas s'il faut commenter comme les courses de chevaux, mais nous avons le 33 qui est en tête. Ah non, le 64 qui est en tête. Voilà, contre le 33. Donc, voilà, donc vous avez une forte participation effectivement des départements 33 et 64. J'envoie l'autre sondage qui vous demande quel est votre type de structure. Voilà. Est-ce qu'il est publié? Oui. Oui, normalement c'est bon. Voilà, donc beaucoup de structures viennent effectivement du service public de l'emploi, des acteurs de la formation ou de l'éducation. Voilà, donc beaucoup de personnes du SPE, quelques établissements médico-sociaux qui répondent timidement. Voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie pour ces sondages. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, Kevin, dans le courant du… Oui, deux autres questions, notamment sur le fait d'avoir déjà travaillé, notamment avec des passes. D'accord. Qui viendront par la suite, du coup. Voilà. Voilà. Donc, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce webinaire est enregistré et donc sera disponible en replay dès la fin du webinaire. Vous n'avez pas grand-chose à faire par rapport à ça, puisque ça vous sera envoyé automatiquement par le logiciel Livestorm qui est utilisé. Donc voilà, rien de plus. Voilà. Et donc n'hésitez pas à poser des questions à nos intervenants. Au revoir. Enfin, à tout à l'heure, peut-être. Merci Evelyne. Du coup, donc, juste pour me présenter succinctement également, donc Evelyne Pascovac, chargée d'appui et de développement à la coordination du PRITH Nouvelle-Aquitaine et référent sur la thématique de la mobilisation des employeurs privés et publics. Du coup, eh bien, avant de commencer dans le vif du sujet, petit point sur le déroulement du webinaire. Donc, premièrement, nous aurons l'intervention de Clara Tucholka de la Maison de l'Emploi de Bordeaux, qui reviendra sur leur événement en ligne, 100% en ligne, qui s'est déroulé donc en juin 2020. Nous nous appuierons sur cet événement pour présenter cette modalité de rencontre virtuelle. Et suite à cette présentation, nous ferons intervenir les différents passes que nous avons là pour avoir leurs conseils, leurs précautions, afin de favoriser l'accessibilité des personnes en situation de handicap à ce type d'événement en ligne. Voilà. Du coup, s'il n'y a pas de questions particulières dans le chat ou l'onglet questions, nous allons pouvoir commencer. Donc avec Clara Tucholka. Donc effectivement, en première question sur votre événement, donc pour resituer un petit peu les choses, la Maison de l'Emploi de Bordeaux a organisé un salon du recrutement en alternance 100% en ligne en juin 2020. Du coup, la première question, c'est est-ce que vous pourriez brièvement nous présenter cette action à distance? Quel était le contexte, les objectifs de cet événement en fait? Tout à fait. En fait, la Maison de l'Emploi de Bordeaux organise depuis un peu plus de 10 ans maintenant, tous les ans, le salon du recrutement en alternance. Comme son nom l'indique, c'est un salon qui met en relation des étudiants qui cherchent un employeur pour faire leur alternance et des employeurs qui cherchent des alternants. C'est un événement qui a lieu habituellement à la mi-mars, en présentiel ou en gare 14 à Bordeaux. Cette année 2020, le Covid arrivant, on n'a pas pu le faire à la mi-mars. On l'a une première fois décalé à la mi-mai, mais le confinement étant prolongé, on s'est vite rendu compte que ça n'allait pas être possible. Donc, on a décidé de le faire en version digitalisée. En effet, on avait beaucoup de demandes et d'attentes de la part à la fois des employeurs et des candidats. Donc, on s'est dit que ça valait le coup quand même de tenter la version numérique, même si on ne l'avait jamais fait jusque-là.
Sachant aussi qu'on avait un calendrier assez contraint, puisque le calendrier de l'alternance respecte le rythme de l'année scolaire. Donc, il fallait absolument qu'on mette en place cet événement avant le mois de juillet. Donc, voilà, l'objectif était de mobiliser des employeurs, une partie qui était déjà inscrite sur la partie présentielle, mais peut-être en cibler d'autres, et de mobiliser aussi les candidats sur ce projet. Donc, en fait, assez rapidement, moi, j'ai commencé à faire un benchmark des outils qui existaient en ligne. Puis on en a choisi un qui s'appelle C-Cube. On a choisi celui-là parce qu'on avait eu un très bon contact avec eux, parce qu'ils ont une expertise de plusieurs années déjà. Et ce qui nous plaisait beaucoup, c'est qu'on avait dans la prestation compris un accompagnement par une chef de projet tout au long de notre projet. Ce qui pour nous était super important de bénéficier de cette expertise, sachant que nous, on ne l'avait pas forcément. Après, il y a d'autres outils qui sont très bien également. Je vous invite, si vous faites un événement, à vraiment contacter les structures que vous trouvez sur Internet pour échanger avec eux sur vos besoins. Le micro, Kevin. Effectivement, le micro toujours. Oui, donc comme je disais, C-Cube, alors histoire de pouvoir le trouver peut-être facilement, qui s'écrit S-E-E-K-U-B-E, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc l'outil C-Cube que vous aviez choisi. Du coup, suite à ce contexte, donc comme vous le disiez, c'était une première fois, un premier événement en ligne, vous ne l'aviez jamais réalisé avant. Du coup, j'imagine que ça a nécessité une organisation particulière. Alors, déjà de vous-même en amont, mais aussi toute une préparation avec vos intervenants, vos partenaires et les structures accompagnantes. Est-ce que vous pourriez nous présenter, nous raconter un petit peu toutes les préparations que cela a nécessité? Bien sûr. Justement, on s'est vraiment appuyé sur l'expertise de notre prestataire qui donc mettait à disposition sa plateforme de salon en ligne pour notre événement. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'il y avait un séquençage du projet qui était très important et qui était très différent de ce qu'on fait d'habitude sur les événements présentiels. Je vais vous partager un petit document. Comme ça, ce sera plus simple peut-être pour visualiser. Voilà, donc première étape, ça a été le choix de l'outil. Et ensuite, une fois qu'on a choisi l'outil, il fallait vraiment cadrer le projet en termes d'objectifs, de nombre de candidats qu'on visait, de nombre d'employeurs qu'on visait pour faire venir sur cet événement. Et ensuite, on a fait tout un travail de paramétrage du salon en ligne. Donc, ça consiste principalement à choisir les informations qu'on va demander aux candidats lorsqu'ils s'inscriront et aux entreprises lorsqu'ils mettent des offres d'emploi en ligne. Donc, une fois que l'outil est paramétré, les employeurs peuvent s'inscrire. Donc, en fait, on a essayé de retranscrire un petit peu le salon présentiel en virtuel. Donc, en fait, chaque structure, chaque entreprise dispose d'un espèce de petit stand virtuel, donc un espace virtuel qui lui est propre, où il peut mettre des vidéos, des liens, des photos, enfin des présentations de l'entreprise. Après, les recruteurs impliqués sur le salon vont pouvoir mettre en ligne des offres d'emploi. Donc là aussi, on a vraiment défini des critères et les informations qu'on leur demandait pour que ce soit facile pour les candidats ensuite de retrouver ces offres. Et ils mettent en ligne des créneaux de disponibilité. Sachant que l'événement en lui-même se déroule sur 4 jours. Nous, on a choisi 4 jours. Comme ça permet aux recruteurs d'être assez flexibles, de pouvoir être disponible sur des demi-journées, des journées entières, des créneaux un petit peu plus courts et peut-être plus fréquents. Ils s'adaptaient vraiment en fonction de leurs agendas. Donc ensuite, une fois que la partie vraiment employeur est prête, les offres d'emploi sont en ligne, on peut passer à l'inscription des candidats. Donc vraiment, c'était important pour nous que les entreprises aient déjà mis en ligne leurs offres d'emploi pour que les candidats, quand ils s'inscrivent, ils puissent déjà découvrir et postuler. Donc les candidats, pareil, ils créent un petit profil candidat, on aura défini les critères et les informations qu'on leur a demandées. Et ensuite, ils découvrent les offres d'emploi et se positionnent directement. Ça, c'était un choix de notre part aussi, se positionnent directement sur des créneaux de disponibilité dans les agendas des recruteurs.
Cette partie d'inscription des candidats, j'y reviendrai un petit peu plus tard, on a choisi de l'animer pour notre prochain événement par des ateliers et des formations à l'outil en accompagnement à l'inscription. Et donc après, une fois que les candidats sont inscrits, la veille de l'événement, on bloque ces inscriptions candidats et on peut passer au cœur du projet, c'est-à-dire les rencontres entre les candidats et les employeurs. Voilà, donc ce séquençage pour nous, ça a été vraiment important et on s'est vraiment appuyé sur notre prestataire qui nous a aussi beaucoup aidé sur la partie support technique. À savoir que c'est un très très gros boulot. Il y a beaucoup de personnes qui nous contactaient parce qu'il y avait un truc qui ne fonctionnait pas, un bug. Ils n'arrivaient pas à faire une action ou une autre. Donc, il y avait vraiment un gros travail de support technique et notre prestataire nous a vraiment aidé là-dessus. Au niveau de l'organisation, un deuxième point important, nous, ça a été la mobilisation des partenaires. C'est un événement qu'on n'aurait pas pu faire sans nos partenaires, très clairement, que ce soit les partenaires du service public de l'emploi ou les associations d'accompagnement du territoire. Et on les a impliqués notamment en faisant une visio, où on a fait une démonstration de l'outil aux conseillers emploi et aux salariés des structures accompagnantes pour qu'eux-mêmes puissent être un relais d'information auprès des personnes qu'ils accompagnent. Donc ça a été assez chouette parce que ça les a impliqués. Ils ont pu aussi après travailler avec leurs bénéficiaires pour qu'ils puissent s'inscrire dans de bonnes conditions sur l'événement. Et on a mis aussi à disposition des outils explicatifs. Donc on avait fait une petite vidéo tutoriel de démonstration du processus inscription candidat et des documents PDF avec des captures d'écran de toutes les étapes également. On ne vous entend pas, Kevin. Décidément. Donc voilà, je disais effectivement un gros travail en amont, à la fois d'un point de vue technique avec le prestataire et aussi avec les structures partenaires de préparation. Du coup, donc, ça, c'est toute la partie organisation de l'événement. Et ensuite arrive donc l'événement en ligne, le jour J, avec toutes ces rencontres. Comment se passe l'animation, contrairement à un forum en présentiel? Comment est-ce que l'on anime un événement virtuel à distance? Alors, ça dépend un petit peu de l'outil que vous avez. Chacun a ses spécificités. Nous, ça passait principalement par le mail. On a animé déjà toute la partie d'inscription des candidats et aussi le jour du lancement de l'événement, on envoyait le mail aux candidats pour les impliquer, leur expliquer un peu comment ça se passait, leur transmettre leur planning aussi. Et encore une fois, on était disponible au niveau support si jamais il y avait des soucis. Toujours avec l'aide de nos partenaires, on a mis en place des créneaux d'échange avec des conseillers emploi où les candidats pouvaient s'inscrire et rencontrer des conseillers emploi pour des échanges sur l'orientation, un peu de coaching, un peu de conseils. Donc ça aussi était assez apprécié des candidats. Et dernière chose, avant l'événement, on a aussi mis en place des webinaires. Donc ça peut être pendant l'événement, ça peut être avant. Donc c'est un choix de le faire avant pour animer un petit peu la communauté pendant toute la phase d'inscription des candidats. Donc des webinaires sur l'alternance, sur les techniques de recherche d'emploi, sur comment se présenter en entretien aussi, qui ont assez bien pris. Ça a été assez apprécié. Après, il y a plein d'autres idées pour animer un salon en ligne. Vous pouvez créer un forum, vous pouvez vous appuyer sur des réseaux sociaux, mettre en place des hashtags, mettre en place des groupes où vous allez un peu animer les échanges. Il y a la possibilité de mettre en place de la paire et danse aussi entre candidats. Voilà, il y a vraiment plein de choses à mettre en place. Il y a des outils aussi de salons en ligne qui proposent des formats un peu de networking qui peuvent être intéressants à mettre en place. D'accord. Et du coup, alors juste pour rappeler, juste sur le calendrier, combien de temps est-ce que ça a mis justement pour mettre en place ce forum du coup? Alors, nous, on l'a fait en à peine 2 mois.
C'est pas forcément un exemple à suivre. C'était un premier. Après, c'était un premier aussi. Voilà, on a été un peu contraint, comme je le disais, par le timing. Puis c'est une solution qu'on a mis en place un peu au pied levé. Après, ça s'est vraiment bien passé, c'était très bien. Néanmoins, je pense qu'il vaut mieux prévoir bien 3 mois pour toute la phase à la fois d'échange avec les prestataires et de choix de la plateforme qui va vous convenir, tout le paramétrage et tout le séquençage. Pour être bien confortable, je pense que 3 mois, c'est bon. D'accord. Et du coup, alors, suite à ce premier événement en ligne, quels seraient peut-être les freins et les améliorations que vous auriez pour une future expérience, du coup? Alors, je pense que le frein principal, c'est le passage au numérique, qui forcément exclut une partie de la population. Il y a des personnes qui peuvent ne pas être outillées, pas avoir d'ordinateur, de smartphone ou de connexion Internet. Il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise, il y a des personnes qui ne savent pas utiliser un ordinateur. Les échanges sont un peu moins spontanés aussi. Il n'y a pas les échanges à la pause café. Voilà, ça change quand même un peu. Nous, du coup, on est en train de faire un nouveau projet là, de salon en ligne sur l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, on essaie de prendre en compte un petit peu ces choses-là. Donc, comme solution, il y a le fait d'impliquer, comme je le disais, les partenaires et les structures d'accompagnement pour qu'ils soient vraiment relais d'information et relais de formation sur l'outil. Là, pour le prochain événement, on va mettre en place une série d'ateliers au sein des structures d'accompagnement pour aider les personnes à s'inscrire, leur montrer vraiment l'outil, le process et être à leur côté. On va essayer de faire aussi des supports explicatifs qui soient peut-être adaptés à différentes familles de handicap. Peut-être qu'il y aurait une vidéo traduite en langue des signes française, des tutoriels en FALC. Enfin, voilà, on est vraiment en train de réfléchir à toute cette mise en place. Donc, j'attends impatiemment des échanges avec les autres intervenants présents. Et après, sur le côté spontané, nous, on fait un choix sur nos événements de ne pas faire de présélection. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de salons du recrutement en ligne où les candidats postulent à une offre et ensuite, les recruteurs sélectionnent les candidats qu'ils vont rencontrer. Nous, on a fait le choix de ne pas faire cette étape-là. On souhaite vraiment que tous les candidats puissent rencontrer les employeurs comme sur un forum en présentiel, même s'ils n'ont pas forcément le profil parfait pour le poste, ils peuvent échanger avec les employeurs et on tient vraiment à ça. Du coup, donc effectivement, donc ça, on pourra aussi en parler davantage avec les passes que nous avons là. Nous avons une question. Effectivement. Alors, nous avons une question. Voilà. Alors, évidemment, c'est la question du prix. Combien ça coûte? Est-ce qu'il est possible de s'abonner de façon ponctuelle pour, par exemple, organiser un seul événement, ou est-ce que c'est un abonnement? Est-ce qu'il y a des options? Enfin, voilà. Quelle est un petit peu cette question autour du prix? Alors, je ne sais pas si je suis vraiment autorisée à divulguer les coûts, les tarifs. Peut-être des fourchettes pour savoir, est-ce que c'est 10 000 euros ou 300 euros? Alors, pour C-Cube, c'est entre 5 et 10 000 euros en fonction un petit peu de vos besoins. Ils ont plusieurs formes tarifaires aussi. Soit c'est un forfait, donc vous payez vraiment au forfait pour votre événement, en fonction du nombre de participants, pas de participants candidats, mais en fonction du nombre d'entreprises que vous allez avoir. Et après, ils ont aussi une tarification qui est indexée, je pense, sur le coût de l'événement pour les participants. C'est-à-dire que si vous faites un événement qui est payant pour les participants, C-Cube peut se rémunérer sur ce tarif. Après, à ma connaissance, il n'y a pas d'abonnement mensuel. Néanmoins, je pense qu'ils sont ouverts à pas mal de choses. Et si vous avez des projets d'événements mensuels, je vous invite vraiment à les contacter et à en discuter avec eux. Ils pourront très probablement vous faire une proposition. Alors, sur leur site internet, il y a un formulaire. Il n'y a pas de numéro de téléphone, il y a vraiment un formulaire. Mais par contre, si vous le remplissez, ils vous rappellent très, très rapidement.
Après, comme je le disais, il n'y a pas que CQ, il y a plein d'autres plateformes qui existent et il y en a vraiment pour toutes les échelles d'événements et pour tout type d'événements. D'accord. En tout cas, vous, c'est un bon exemple pour un premier événement en ligne. Cela montre un peu toutes les possibilités que nous avons pour ce type d'événement. Du coup, si a priori nous n'avons pas d'autres questions sur cette première intervention. Et non, peut-être qu'elles viendront tout à l'heure. Hein. Voilà, surtout n'hésitez pas de nous poser vos questions. Nous allons pouvoir permettre aux prestataires d'appui spécifiques que nous avons là, donc pour rappel, l'IRSA, le groupe FEL et le SIADV Poitou-Charentes, donc d'intervenir afin de nous présenter leurs conseils, leurs précautions pour comment favoriser l'accessibilité à ce type d'événement en ligne des personnes en situation de handicap. Je propose de donner la parole premièrement donc à Marion Larrey. Donc si jamais, voilà, tous les conseils et précautions par rapport à votre type de public. Ben, en fin de compte, je rejoins du coup votre première intervention parce que, bon, concernant l'organisation d'événements à distance, nous, on a pu voir en fait pendant le confinement qu'en essayant de maintenir les accompagnements à distance, alors ça a marché pour certains. Ce qui a pu s'avérer compliqué, c'est surtout de se dévoiler, de se confier dans un environnement familial en fait. Parce que les enfants sont là, le conjoint est là, difficile de s'isoler. Donc l'idée, nous, éventuellement, peut-être ce qu'on pourrait proposer, c'est d'être un lieu relais où du coup, voilà, ça serait neutre. On peut mettre à disposition, par exemple, un bureau. La personne peut venir se connecter à l'événement de façon neutre et au calme. Voilà. Ce qui serait peut-être plus facile pour elle, voilà, si elle doit montrer sa motivation, notamment auprès d'employeurs. Voilà. La deuxième chose éventuellement qu'on pourrait préconiser, effectivement, c'est d'être personne relais, nous, en tant que référent PASS, c'est-à-dire s'ils ont besoin d'être accompagnés, effectivement, sur l'événement à distance, on peut être présent, ça peut les rassurer. En tout cas, nous, sur le type de handicap que l'on a, souvent, voilà, il peut y avoir de l'anxiété, on peut simplement, notre présence peut les rassurer, les aider aussi à se connecter de manière assez... voilà, si effectivement pour eux l'outil informatique c'est compliqué, on les aide à se connecter, on peut peut-être reformuler aussi des questions. Je pense notamment à la déficience intellectuelle ou aux troubles cognitifs s'ils comprennent pas des choses. On peut reformuler des fois des questions ou un contenu. Voilà. L'idée c'est vraiment d'être rassurant pour eux et de les aider en fait dans l'accès à cet événement. Après, ce qu'on a pu réfléchir aussi effectivement. Je pense qu'il faut que ce soit des interventions assez courtes, c'est-à-dire que par exemple l'employeur, enfin, je sais pas comment ça se passe, mais s'il y a un entretien ou une intervention, voilà, faut pas que ça dure une demi-heure, 1 heure, parce que la personne elle va décrocher. Faut vraiment que ce soit court, faut que les entretiens soient assez directifs, voilà, l'employeur pose des questions assez précises, aille à l'essentiel. Et puis, voilà, que ce soit simple d'accès. Dans la formulation, effectivement, vous parliez du FALC tout à l'heure, mais c'est exactement ça. Voilà, s'exprimer avec des mots simples. Voilà ce à quoi nous, on a pensé. Effectivement, les mails en amont, ça, pour leur rappeler, effectivement. Et puis, de toute façon, je suppose aussi que les employeurs, voilà, ils sont sensibilisés, vu qu'ils savent que, par exemple, là, c'est la semaine de l'emploi pour les personnes handicapées, ils savent aussi déjà qu'il y a du handicap et que les personnes aussi ont besoin d'être accompagnées, d'être aidées. Voilà, que ce soit assez simple. Voilà ce qu'on peut aujourd'hui proposer, un lieu relais, être personne relais et les aider au maximum dans l'accessibilité de cette organisation. Ah, je vous entends pas. C'est qu'à chaque fois, j'enchaîne, j'oublie de remettre le micro. Du coup, donc, il est tout à fait possible de vous solliciter dans le cadre d'un événement de ce type. Oui, tout à fait. D'accord. Ok. Du coup, effectivement, suite à ce webinaire, nous pourrons diffuser les coordonnées. Je crois que ma collègue Evelyne Manine vous a partagé. Alors, c'est fait, Kevin. Donc, dans la partie de chat, vous avez la liste voilà, un lien, en fait, qui vous donne la liste des prestataires spécialisés handicap en Nouvelle-Aquitaine et qui peuvent être sollicités sur les grandes familles de handicap. Tout à fait. Du coup, donc, merci beaucoup Marion. Marion Larrey, donc je le rappelle, sur le groupe FEL pour le handicap psychique
et mentale. Je propose, si nous n'avons pas de questions particulières sur ce type de handicap, d'enchaîner avec Claire Nazaume, donc de lire ça sur le handicap auditif. Alors effectivement, ça va être un peu comme la collègue précédente, c'est en deux temps l'accessibilité. Il y a une accessibilité qui est globale ou pour quelqu'un qui a un handicap auditif, excusez-moi, il va falloir passer par la traduction en langue des signes pour les personnes sourdes, mais également passer par la transcription, par les sous-titrages en fait. En direct pour les personnes malentendantes. C'est vrai que on l'a vu ces derniers temps, tout échange à distance avec la difficulté des connexions, avec le problème auditif. C'est très compliqué. La communication est très compliquée à distance en visio. Donc, il faut au moins passer par ces deux moyens-là, hein, donc par l'interprète et par les sous-titrages. Bien sûr que je rejoins toutes les personnes précédentes sur les documents adaptés, en facile à lire et à comprendre, en FALC. C'est nécessaire, ça peut être nécessaire. Après, pour l'accompagnement individuel des personnes, bien sûr qu'on peut passer par les PASS. Et là, sur le même principe de la traduction en langue des signes, donc interprète-interface, on peut se permettre de réexpliquer, de reformuler, toujours du fait de ce problème de son. Même les personnes malentendantes peuvent être en difficulté, du coup, lors d'un échange avec un employeur, lors de questionnements, et que il faut que les temps soient assez courts, donc il faut que les échanges soient le plus fluides possible. Donc, l'accompagnement se fait en deux temps, en global et en individuel, et on peut passer tout à fait par les PASS pour ce genre d'événement d'accès à l'emploi. Voilà. De même, ne pas hésiter du coup à vous contacter pour vous mettre en partenariat pour ce type d'événement. Tout à fait. Alors juste une petite parenthèse, est-ce que Claire, vous aviez un document à partager peut-être pour… Alors du coup, c'est un document qui est plus global, mais je pense que les participants pourront le lire après. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait trop d'intérêt pour le lire, qui est plus global sur tout ce qui peut être compensation pour le handicap auditif. C'est vrai que la compensation, on a pour idée que c'est que de la traduction dans les signes, mais c'est vrai qu'on va passer par l'organisationnel, par le technique, par l'humain, par le financier, et que voilà, la compensation n'est pas seulement la langue des signes. Il y a des questions de fatigabilité qu'on peut retrouver hein, chez dans d'autres domaines de handicap. Donc ce document-là, alors c'est loin d'être exhaustif, hein, mais ça. Si vous préférez. Pardon ? Si vous préférez, je peux vous le partager. Si vous voulez. D'accord. Je vous le lance, afin que vous puissiez le présenter. Et du coup, est-ce que je vais avoir la main pour le baisser? Donc voilà ce que je disais. Il existe différents types de compensation hein, pour le handicap auditif. Pour des événements, après, c'est beaucoup plus global hein, pour l'emploi en général, pour la formation en général. Et c'est vrai qu'on va avoir au moins 5 grandes familles de compensation. Donc, je vous laisserai effectivement en prendre connaissance plus à tête reposée et me tiendrai joignable par mail si vous avez des questions pour les personnes qui participent. Donc, c'est vrai que d'une part, ça passe par la compensation auditive, donc effectivement l'amplification du son pour les personnes malentendantes, voire les personnes sourdes, hein, quand on parle d'un plan cochléaire. Et à partir de là, on va pouvoir compléter le facteur auditif par des aides organisationnelles, avec le temps de travail, les environnements bruyants, la disposition des tables, l'isolement dans un bureau. Voilà, il peut y avoir différents facteurs. L'aide organisationnelle, parce qu'il y a le TIAPAN, il y a la signalétique, il y a la formation ou l'initiation à la langue des signes. Il y a des bonnes attitudes de communication, ça passe beaucoup par la sensibilisation. Tout ça, donc, et les aides pédagogiques également. Alors là, du coup, c'est plus pour les formations, mais c'est intéressant également pour une prise de poste d'avoir cette notion-là quand même notamment pour tout ce qui est support écrit hein, ou visuel, il faut normalement passer par ce mode de communication-là, parce que c'est ce qui doit être peut-être le mieux compris, même si l'accès au français peut-être
compliqué pour certaines personnes sourdes, mais encore une autre particularité, on ne va pas faire le point maintenant. Mais c'est vrai qu'on s'assure quand même que la personne est à un niveau en français de base. Des exemples que je donnais, que je citais pour l'accessibilité d'un salon, effectivement, le sous-titrage est très important. L'audio, mettant en difficulté les personnes ayant un handicap évidemment. Et bon, il y a l'écrit. Quand je parle d'écrit, je parle également, pardon, c'est un peu plus vite, de support visuel également, hein, tout ce qui est photo, schéma, dessin, c'est pas que l'écriture simple. Voilà. Et après, bon, les aides techniques, et c'est là où, partenaires spécialisés, on est là hein, pour vous aiguiller en fonction de la situation, de l'environnement, des missions qui doivent être accomplies par le salarié ou l'apprenti. Où là, effectivement, on va avoir tout un panel d'aménagement. On passe par les signaux lumineux, par la protection du son, par l'amplification parfois du son ou le son qui va aller directement dans les prothèses auditives. Donc, vraiment, tout ça va dépendre de la personne et bien sûr de son environnement, des attentes et des besoins de chacun, de part et d'autre, que ce soit le centre de formation et la personne en situation de handicap, son employeur, voilà, quel que soit l'environnement. Donc bon, les aides techniques, voilà, il y en a encore pas mal. Là, c'est vraiment que les principales, on va dire, hein, qu'on met en place, hein, les micro-déportés, amplificateurs de téléphone, la transcription hein, écrite, on arrive à des systèmes de plus en plus performants. Encore des aides techniques, je vais passer outre les aides humaines, donc bien sûr, les interfaces et interprètes qui sont dans la traduction et après tout ce qui peut être preneur de notes, secrétaire, qui peut permettre à la rédaction du fait de cette accession, ce qui peut être compliqué. Les codeurs LPC, LFPC, langage française par les QTT, la sensibilisation. On passe énormément par la sensibilisation, et les aides financières, ça c'est pour les entreprises, effectivement, pour les centres de valeur de handicap. Voilà, pour énumérer les différentes compensations possibles et la liste est loin d'être exhaustive. Voilà. Très bien. Merci beaucoup du coup pour cette présentation complète. Du coup, alors j'en profite avant de continuer avec Didier Tache, juste pour vous inviter à aller sur la partie sondage pour celles et ceux qui n'auraient peut-être pas encore vu. Nous avons normalement un nouveau sondage qui a été mis en ligne par Evelyne du coup. Oui, alors les passes sont bien connues voilà, de nos auditeurs, alors, je ne sais pas comment il faut appeler, ou nos participants. Oui, il y a beaucoup de Cap Emploi effectivement qui participent et de personnes qui sont déjà dans le réseau. Et 86% des personnes connaissent bien les passes. Voilà. Parfait. Du coup, alors pour enchaîner sur les conseils et les précautions selon les types de handicap, Didier, je vous laisse la parole du coup sur le handicap visuel du coup. Ah, je crois qu'on a oublié d'enlever le micro aussi. Didier, je crois qu'il y a toujours votre micro qui... Ah voilà, c'est bon. Voilà. Non, excusez-moi, je n'arrivais pas à le débloquer. Donc, personnes en situation de handicap visuel, avant de donner peut-être quelques explications sur des solutions, je voudrais juste recadrer le SCADV, le repositionner dans ses missions, parce qu'en fait, on est donc dans la région Poitou-Charentes, mais on fait partie d'un groupe qui est le GCS Handicap Sensoriel, qui est le groupe de coopération sanitaire et qui en fait comprend 3 services. Je vous dirai pourquoi après, c'est-à-dire que ça comprend donc effectivement le SCADV, qui est le service interrégional d'appui aux personnes en situation de handicap visuel, mais des travailleurs. Il y a le service CRBVTA, qui est le centre régional basse vision et troubles de l'audition, et le S3AIS qui suit les enfants de 6 ans à 20 ans. Donc en fait, c'est un groupe, c'est important parce que le SCADV est quand même au sein de ce service qui suit des publics très variés, surtout avec une tranche d'âge énorme, hein, puisque à partir de 6 ans, on va dire, jusqu'à très très vieux. Hein. On a des personnes au centre basse vision qui ont plus de 90 ans. Alors, je vous explique ça surtout pour peut-être mettre
l'accent sur le fait qu'on parle comme ma collègue de l'IRSA, d'un handicap sensoriel. Donc, il y a quand même certaines difficultés pour réaliser beaucoup de choses. Et le fait que nous puissions travailler avec… Alors, moi, personnellement, je travaille justement dans ces 3 services-là. On a possibilité de pouvoir prendre connaissance et être avec des gens avec un handicap très différent. C'est un peu je dirais peut-être une petite difficulté du handicap visuel, c'est très complexe, c'est-à-dire que le handicap visuel et les pathologies sont très très variées. Il y a des personnes avec un bon potentiel, il y a des personnes non-voyantes, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, les solutions que nous pouvons apporter visuellement pour ce genre d'événement vont dépendre de beaucoup de choses. Moi, je dirais qu'au départ, il faut que la personne soit déjà, comme on le disait tout à l'heure, capable de maîtriser peut-être un outil informatique. Hein, ce n'est pas le cas pour toutes les personnes. Alors, quand je parle d'outils informatiques, je parle de 2 objets. Donc, il y a déjà le clavier. C'est important puisqu'on travaille souvent sur des claviers adaptés. Et puis, évidemment, après, l'écran. Alors, une petite précision, c'est que le SIADV travaille avec un service d'ergonomie. Ma collègue qui aurait pu être là aujourd'hui aussi avec moi, mais qui est en déplacement justement en Charente pour un cas urgent. Et elle, c'est vraiment la personne qui adapte tous les postes de travail au niveau matériel adapté, application, etc. Moi, dans ce service-là, je travaille beaucoup plus auprès de la personne pour ce qui est des déplacements, donc orientation, mobilité, quand il s'agit de se déplacer du domicile, par exemple, au lieu de travail, à pied, bien évidemment, hein, si c'est motorisé, c'est plus de ma compétence. Et puis également, une partie qui est très importante dans justement le sujet d'aujourd'hui, c'est que nous effectuons régulièrement aussi des sensibilisations dans les entreprises où il y a effectivement donc un travailleur. Alors, généralement, ça se passe très très bien au niveau de son travail, mais parfois, pour un maintien à l'emploi ou une compréhension, surtout des modifications qui peuvent arriver sur son lieu de travail, c'est bien parfois de sensibiliser les collègues de travail, même la hiérarchie. Alors, moi, je dirais que c'est plutôt un éveil des consciences, hein, parce qu'on met les personnes en situation de handicap visuel, donc diverses, et on leur fait comprendre qu'effectivement, la personne qui travaille à cet endroit-là, si jamais elle a des horaires aménagés, s'il y a des changements de bureau, des orientations de table, des préconisations spécifiques, on essaye de les mettre en situation pour qu'ils comprennent les raisons. C'est jamais la situation exacte visuelle de la personne, on est bien d'accord, mais ça les met en situation de handicap visuel. Donc, ces sensibilisations se font aussi dans les centres où il y a des personnes en formation, donc en alternance, donc en entreprise ou après au moment dans les structures d'études aussi. Au niveau de l'aide qui peut être apportée, effectivement, donc il y a ce thème-là. Moi, je pense aussi que l'adaptation de poste pour avoir une fonction auditive est importante, hein, puisqu'il y a des personnes qui sont en grave situation de handicap visuel qui ne vont pas avoir de toute façon, ni d'une façon ni d'une autre, accès aux images et aux écritures et à l'information que… Voilà. Donc, c'est parfois important aussi que ces postes-là soient adaptés. C'est pour ça que bien, les passes vont être utiles, hein, puisque quand une passe est demandée, effectivement, une évaluation d'abord de la personne s'opère ici au service ou sur place pour voir quels sont les besoins, quelle est la demande. Et après, eh bien, une adaptation peut être faite tout de suite, ou alors après un matériel peut être demandé, donc loupe électronique, des programmes d'agrandissement, des zoom-text, etc. Alors, une solution comme ça, je dirais directe pour que la personne puisse accéder visuellement à tout ça, moi, je ne suis pas capable maintenant de donner une solution générale.
hein, je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Il faut examiner cas par cas, chaque personne cas par cas, et voir quel est son potentiel visuel, ce dont elle a besoin, et puis en fonction de ça, pouvoir lui adapter son ordinateur et puis son moyen de communication. Je voudrais aussi préciser que l'accessibilité sur les sites web est importante aussi. Il n'y a pas encore malheureusement assez de sites de structures ou de sites qui ont l'accessibilité handicap. C'est souvent utile parce que la personne, juste avec une accessibilité, peut-être choisir un type de contraste inversé. Vous voyez, au lieu d'avoir du noir blanc, elle aura du blanc noir, il y aura un texte écrit en jaune sur du noir. Enfin, il y aura après des choses qui vont pouvoir peut-être s'adapter à sa vue. Et effectivement, dans les sites qui sont adaptés au niveau de l'accessibilité, qui sont accessibles, il y a toujours la fonction auditive qui est possible aussi. Et ça c'est important. Après, ce que nous pouvons offrir, alors au niveau des passes, c'est bien évidemment tout un panel, hein, ça on les connaît. Et puis, alors, quand je parlais des sensibilisations tout à l'heure, on peut peut-être proposer de faire des sensibilisations par ce biais-là. Alors, évidemment, avec des documents et des explications. Alors, c'est peut-être moins efficace que si c'est en présentiel dans le lieu, mais ça peut être aussi une possibilité de le faire comme ça par ce biais. Il y a une question pour vous. Oui. Donc, enfin, il y a plusieurs questions en fait auxquelles nous n'avons pas répondu. Voilà, alors c'est plutôt une question, je pense, pour Madame Tucholka, c'est-à-dire que quelques salons en ligne sur le handicap existent déjà. Je pense qu'on fait référence là peut-être au salon Hello Handicap. Qu'est-ce qui fait votre différence? Oui, effectivement, il existe des salons de recrutement en ligne sur le handicap. Nous, je dirais que notre différence, c'est que on va vraiment faire attention à l'inclusivité et à l'accessibilité. Alors, bon, c'est sûr qu'on aurait aimé faire un événement en développement, vraiment une plateforme avec tous les outils d'accessibilité dont vous parlez. Là, on est un petit peu contraint par le temps. Mais je pense que ce qui fait notre différence, c'est cette hybridation entre le salon en ligne et ce qu'on va mettre en place avant, à savoir les ateliers, la découverte de l'outil au sein des structures d'accompagnement. On peut aussi accueillir des personnes en tout petits groupes chez nous à la Maison de l'Emploi parce qu'on a des ordinateurs à disposition. On va pouvoir former des conseillers emploi pour qu'eux-mêmes soient relais auprès de leur public accompagné. Cette partie dont je parlais aussi d'outils de présentation qu'on va faire, de tutoriels, ça fait partie aussi de cette démarche d'inclusivité. Et encore une fois, on travaille beaucoup avec nos partenaires, avec Cap Emploi, Pôle Emploi, la mission locale, avec la GFIP aussi, et on bénéficie vraiment de leur expertise sur les questions d'accessibilité. On va peut-être aussi pouvoir se faire accompagner par un acteur vraiment spécifique sur l'accessibilité au numérique. On est en train d'évaluer ce projet-là. Donc voilà, on essaye de faire au mieux en termes d'inclusion et d'accessibilité. Alors c'est vrai que aussi votre salon n'est pas spécifique handicap. Hein. Vous essayez de le rendre accessible aux personnes en situation de handicap, mais il n'est pas par contre spécifique pour les personnes en situation de handicap. Celui qu'on est en train d'organiser, qui aura lieu au mois de novembre, oui. Oui, oui, d'accord. Voilà, c'est le prochain. Mais le prochain qui est les rencontres emploi handicap, qui a lieu au mois de novembre, oui. Rencontre emploi handicap qui aura lieu du coup durant la SEPH. Tout à fait.
Avant de peut-être passer à l'autre question, moi j'avais une question peut-être concernant le handicap visuel. Est-ce que vous pensez, enfin vous allez peut-être pas pouvoir me répondre, mais est-ce que vous pensez que les personnes qui sont demandeurs d'emploi et qui sont en situation de handicap visuel sont généralement suffisamment équipées pour pouvoir suivre un salon? Qu'elle soit, difficile à répondre, qu'elle soit en demande, le fait qu'elle soit demandeuse d'emploi, je pense que la question, c'est surtout de savoir quelles sont leurs capacités à maîtriser hein, l'outil. Après, c'est vrai qu'on reçoit souvent des personnes qui sont en demande d'emploi. Après, nous, notre mission, c'est quand même d'évaluer au niveau orthoptique, au niveau fonctionnel, ce qu'elles peuvent faire ou pas, et après, faire le lien avec bien donc le prescripteur, hein, qui peut être Cap Emploi dans ces cas-là, ou je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Ça va vraiment dépendre de la capacité de la personne à pouvoir non, c'était de façon une question générale. Oui, mais en fait, oui, c'était pour savoir si, par exemple, les personnes qui sont en situation de handicap visuel, si cette pratique des entretiens en ligne se généralise, voilà, qu'elle ne soit pas exclue en fait d'un système qui se mettra en place. Ah oui, tout à fait. Oui, oui, à ce niveau-là, oui, je pense qu'après, si on arrive à avoir justement à équiper la personne bon, si auditivement elle peut suivre et puis répondre et puis entendre selon son potentiel visuel, oui, bien sûr, c'est possible, ça n'a rien à voir. Moi, je conseillerais quand même effectivement qu'on puisse être sollicité par un pass le plus possible. On est beaucoup sollicité d'ailleurs par des personnes, pour des personnes en recherche d'emploi. Donc, tout est fait déjà pour qu'elles soient prêtes au moment venu. Et puis, on fait toujours le lien avec justement Cap Emploi, le prestataire, pour faire déjà un suivi, pour faire une observation et une analyse des capacités fonctionnelles. Et je dirais même que selon les cas, on peut avoir des avis pour, je dirais, aiguiller la personne, peut-être sur un projet ou un autre, hein, quand la personne est indécise. On peut aussi, au niveau ergonomie, il y a effectivement toute la partie poste de travail, mais il y a aussi une partie dont on s'occupe qui est travailler, ça c'est moi qui le fais généralement, ce sont les compensations sensorielles, c'est-à-dire qu'après, c'est plutôt de l'ergothérapie et on travaille avec ces personnes pour pouvoir leur donner des stratégies déjà, leur expliquer qu'à un moment donné, même si l'emploi qui est souhaité, hein, la formation qui est souhaitée, la recherche d'emploi est ciblée sur tel ou tel métier, et que ça peut paraître difficile au départ, mais qu'on peut, à un moment donné, apporter des solutions pour que la personne développe quand même son activité. Voilà, on a tout cet appui, je dirais, cet accompagnement humain est important. Hein. Il y a l'accompagnement technique, effectivement, de capacités. Donc, souvent, ça permet aux personnes en situation d'emploi de voir peut-être, alors sans jeu de mots, mais de voir plus clair sur le futur, hein, ou le projet qu'ils ont, ou d'avoir des idées pour faire autre chose. Merci. Le webinaire arrive à sa fin. Il y a une dernière question concernant l'accessibilité des sites web pour savoir s'il y a des outils ou des prestataires qui testent les sites web. Alors, de façon très courte, hein, parce que notre webinaire se termine, si quelqu'un veut répondre. Alors, pas, parce que c'est un peu... Nous, personnellement, moi, je ne peux pas donner d'outils hors du site web lui-même. Après, effectivement, si on peut, peut-être la personne peut contacter des entreprises, hein, et des sites qui sont spécialisés pour monter les sites web et voir si il y a des sites, hein, comme ça qui existent où on a des renseignements sur comment rendre accessible un site, etc. Mais c'est... Voilà. Malheureusement, effectivement, il y a des cabinets conseils qui testent et qui conseillent d'ailleurs de les contacter plutôt en amont de la conception du site de façon à ce que l'accessibilité soit d'emblée prise en compte.
Oui, parce que c'est peut-être compliqué de l'insérer dans le site et puis aussi, malgré tout, mettre un site web accessible à un coût qui est supérieur à celui juste de monter un site. Donc, voilà, le webinaire arrive à sa fin. Peut-être un dernier sondage pour savoir si vous auriez l'intention ou pas d'organiser ce type d'événement en ligne. En tout cas, un grand merci, enfin, pour ma part, je pense que Kevin, tu vas le faire aussi, mais à Madame Tichoka qui partage cette expérience, c'est vraiment riche, c'est vraiment généreux aussi de votre part. Moi, pour ma part, je retiens qu'effectivement, avant d'organiser ces événements, il faut vraiment pouvoir y travailler en amont avec l'ensemble des partenaires, à la fois les prescripteurs, mais aussi les passes, d'identifier les personnes et de pouvoir proposer à ces personnes qui seraient intéressées par ce salon des solutions, alors soit dans le cadre de tiers-lieux adaptés, soit dans le cadre de solutions individuelles qui leur permettraient de suivre les choses. Enfin voilà, en tout cas pour moi, c'est ce que je retiens. Je remercie également la Maison de l'Emploi du coup de même, mais aussi chacun des passes. Donc je remercie beaucoup le groupe FEL, l'IRSA et l'USIADV pour leurs conseils et précautions et qui ont bien démontré aussi la complémentarité entre chaque passe et entre chaque acteur de l'emploi pour organiser ce type d'événement. Du coup, alors nous voyons les premiers résultats pour le dernier sondage. Et puis, si toutefois nous n'avons pas de nouvelles questions, de nouvelles interventions, je vois juste dans les questions, donc Aurélie Guénan de Cap Emploi 23 qui précise qu'il y a par exemple la société Facility qui propose de travailler sur l'accessibilité des sites. Et si toutefois nous n'aurions pas d'autres questions ou interventions, merci beaucoup à vous tous pour ce webinaire. Merci beaucoup. Voilà. Merci vraiment à tous les intervenants. Voilà. Alors, en tout cas, il y a quand même 11 personnes qui sont vraiment intéressées pour organiser un événement. Voilà. Donc, vous avez réussi à convaincre, messieurs, dames. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.